suis vraiment super content d'être ici pour cette première édition de Nice Fiction. Moi j'étais vraiment assez fier, très fier d'être, qu'on me permette de m'exprimer ici, de présenter ce travail, parce que c'en est un en fait, qui va mêler physique et puis images de science-fiction. C'est un projet que j'avais fait, que je fais déjà depuis des années, mais qui s'est concrétisé par une petite série que j'ai diffusée sur internet, qui s'appelle Weightless, qui sera une version très étendue de ce que je vais raconter là. Donc c'est 6 fois 45 minutes en gros, et les flyers que je vous ai distribués, c'est l'endroit où vous pourrez trouver sur internet ces épisodes-là. Donc je vais me permettre là dans cette conférence d'être assez rapide sur certains points, plus que ce que je voudrais en fait. J'aurais plutôt envie de parler de tout, mais des fois je vais simplement dire bon bah là je vais pas trop loin, et vous irez voir éventuellement dans ces documents-là. Et, effectivement dans les vidéos je vais vraiment beaucoup plus loin sur certains points. Bon. L'objectif ici de cette conférence, ça va être de vous parler d'apesanteur dans les films de science-fiction. Je vais le faire en tant que physicien. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Richard Taillet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Savoie. Enseignant-chercheur, j'ai 2 casquettes. Je suis d'une part enseignant donc à l'université, entre Bac+1 et Bac+5, à Chambéry, l'Université de Savoie. Et par ailleurs, je suis chercheur en astrophysique au laboratoire LAPTH, qui veut dire Laboratoire d'Anne-Sylvieux, de physique théorique. Donc la conférence que je présente ici, elle s'inscrit plutôt dans mon activité d'enseignement que celle de recherche. Je ne vais pas du tout parler de mon activité de recherche ici. Et en fait, elle a été faite au début, il y a quelques années, cette conférence, pour essayer d'intéresser les étudiants à la physique. Du coup, il y aura un petit peu de physique, pas trop, ne vous inquiétez pas d'avance, ne partez pas tout de suite. Donc ça va se présenter de la manière suivante, ça va durer entre 1 heure et 1h15, 1h15 grand max, voilà. Je serai bâillonné au bout d'1h15, et pendant, on va dire, le premier quart d'heure, premières 20 minutes, je vais mêler des films à des considérations de physique. Voilà, donc je vais essayer de faire parler un petit peu de physique. Et ensuite, dans les 2 derniers tiers, ce sera plutôt que des films qu'on regarde et que je vais commenter. Et on pourra ensuite avoir un petit peu de temps d'interaction si vous avez des questions. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, je suis aussi autour du festival quasiment tout aujourd'hui, et un petit peu demain en fin de festival aussi. Donc n'hésitez pas à m'interpeller, à venir discuter, je le ferai avec plaisir. Alors, et je vais faire un truc très désagréable, je vais zapper des transparents. Voilà. Alors l'apesanteur, de quoi on va parler de ça. Essentiellement, quand on pense à apesanteur, on pense à des gens qui flottent. Voilà, ça c'est une image d'archive qui a été prise à bord de la Station Spatiale Internationale. Vous voyez une astronaute en train de jouer de la flûte. Et elle est en ce moment dans le truc là qui est ici. Donc c'est ça, la Station Spatiale Internationale, c'est en orbite autour de la Terre. Et quand on regarde la vidéo, c'est assez surprenant. Vous voyez qu'elle lâche sa flûte, la flûte reste en l'air, ne tombe pas. Et on a l'impression que cette personne ici n'est pas soumise à la gravité, qu'elle n'est pas attirée par la Terre, que sa flûte ne l'est pas. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a pas de pesanteur. C'est ce qu'on appelle l'apesanteur. Et une des choses que je veux vraiment montrer dans cette conférence-là, en plus des films, c'est le fait que c'est une idée qui est fausse. L'apesanteur, ce n'est pas l'absence de pesanteur. C'est quelque chose de plus subtil que ça, et je vais vraiment passer un petit peu de temps à essayer de vous expliquer ça. Pour ça, donc, je vais m'appuyer sur une formule, mais je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Apparemment, je passe un petit peu trop de temps dessus, donc ça, vous irez voir la vidéo si vous voulez des détails. Mais la façon dont les corps sont attirés par la Terre, c'est quelque chose qu'on peut étudier de manière assez simple avec de la physique. Je présente une formule ici, mais je ne vais même pas la commenter. Simplement, voilà, pour les gens qui savent lire les formules ou que ça intéresse, ça c'est la formule qui donne l'accélération de la pesanteur au niveau à une certaine altitude de la surface terrestre. Bon. Et pour ceux qui n'arrivent pas à lire les formules, ce que ça dit ça, c'est que quand on s'éloigne de la surface de la Terre, la pesanteur, là plus loin la pesanteur, diminue. Donc la gravité diminue. Cette formule-là, donc je vous assure qu'elle est vraie, et j'ai une preuve absolument formelle, c'est que Sheldon l'écrit. Alors un petit quiz, juste pour introduire ce qui va suivre après, pour essayer de vous faire sentir où se trouve, par exemple, la station spatiale dont on a parlé tout à l'heure, à quelle distance elle se trouve en fait de la surface terrestre. Le quiz, c'est le suivant. Imaginez que la Terre, ça soit une boule qui est cette taille-là, à peu près, donc quelque chose qui fait 30-40 cm de diamètre, et je vais vous demander si je devais placer à l'échelle une maquette de la Station Spatiale Internationale en orbite autour de cette boule ici, grosse comme ça, est-ce que je placerais plutôt cette maquette à 1 mm de la surface, 1 cm, 10 cm ou 1 mètre?
Donc, en gros, très près, moyennement près ou plutôt loin. D'accord? Vous avez tous compris la question? Donc, à vous, le quiz. Qui est-ce qui dit que du coup, on met plutôt la maquette à 1 mm de la surface? Donc, très près, quelques personnes, d'accord? 1 cm, 10 cm et 1 mètre, donc carrément loin. Okay. Bon, en fait, c'est remarquablement proche. Ça serait là, à l'échelle. Donc plutôt 1 mm, entre 1 mm et 1 cm en fait. Donc la station spatiale orbitale, elle orbite très près de la surface de la Terre à l'échelle de... Évidemment pour nous elle est loin, elle est entre 300 et 500 km, en gros ça dépend des jours, etc. Mais voilà, ça fait à peu près 6400 km, et donc elle est quand même relativement près. On s'en rend compte d'ailleurs quand on voit des images, ici des photos, ça ce sont vraiment des photos qui ont été prises depuis l'espace, et la Terre elle apparaît quand même très gros en dessous. Donc ça veut dire ça que on peut bien comprendre, en tout cas accepter, que la gravité elle est peu diminuée quand on s'élève depuis la surface de la Terre à cette altitude relativement modeste. Et c'est le cas en fait, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que la pesanteur a diminué de 10% simplement. Donc on pèse encore 90% de notre poids quand on est à l'altitude de la Station Spatiale Internationale. C'est beaucoup plus que sur la Lune. Sur la Lune on pèse à peu près, je sais pas, c'est 15%, un truc comme ça de notre poids terrestre. Donc là c'est beaucoup plus, on a quand même un point important. Du coup, la question se pose, mais pourquoi on a l'impression que tout à l'heure, la fille avec sa flûte, là, sa flûte restait en l'air? C'est toute la question qu'on va se poser maintenant. Alors pour ça, je vais faire un tout petit détour historique. Enfin, ça va être historique de manière très brève. Donc je vais vous raconter une histoire dont on n'est pas sûr qu'elle soit vraie. En fait, c'est John Archibald Wheeler qui raconte ça. Il ne donne pas ses sources et c'est difficile, j'ai pas réussi en fait à trouver où est-ce qu'il était allé chercher cette histoire, et en m'entretenant avec des historiens des sciences professionnelles, c'est pareil, ils ne savaient pas non plus. Tant pis, on s'en fout, c'est une belle histoire, vous êtes pas. En 1907, apparemment, Einstein aurait lu dans le journal un fait divers, un peintre qui serait tombé du haut d'un toit, quelque chose comme 2 étages, donc assez haut, et il serait tombé sur quelque chose qui l'aurait sauvé, et il s'en serait sorti à peu près indemne. Quelques égratignures, il se retrouve quand même à l'hôpital, mais tout va bien pour lui. Bon. Et Einstein serait allé voir le gars pour lui demander, pour lui poser des questions sur cette expérience qu'il a vécue. Donc il va voir le gars à l'hôpital, bonjour, salut, ça va, ouais, les blessures, les enfants, la famille, donc. Et après il lui demande vraiment ce qu'il veut. Bon, là vous êtes tombé du toit, qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment pendant que vous êtes en train de tomber? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous raconteriez l'histoire de votre chute? Alors, l'histoire ne dit pas ce qu'a répondu le peintre, mais voilà comment moi je vois les choses, avec une vision un peu plus moderne. Le peintre va tomber. C'est parti. Un peintre. Alors, il n'a pas des pinceaux, il a des fusils, des flingues, mais on s'en fout. Regardez bien ce qui se passe au niveau de ce personnage. Donc, ce personnage est en train de tomber en chute libre, et la caméra va suivre le personnage pendant assez longtemps, pendant sa chute. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'environnement de la personne. Elle a fait tomber des bouts de verre en même temps qu'elle est en train de tomber, là, parce qu'elle est passée à travers la vitre. Et regardez bien les bouts de verre autour du personnage, notamment dans cette scène-là. Vous voyez que si elle n'était pas occupée à tirer partout, elle regarderait autour d'elle, elle dirait tiens, c'est bizarre, il y a des bouts de verre qui sont immobiles autour de moi. C'est vraiment cette impression-là qu'elle a. Le gars qui est au-dessus d'elle, là, est aussi immobile par rapport à elle. Et en fait, si elle ne voyait pas les buildings autour, là, en train de défiler, elle aurait l'impression, effectivement, d'être au repos, avec tout un tas de trucs au repos autour d'elle. Elle raconterait, en fait, exactement une situation de apesanteur. Alors, ça a l'air cool, mais en fait, ça n'est pas comme ça pour elle, notamment à cause de ça. Donc là, elle a un peu mal. Mais là, elle a encore plus mal en fait. Donc elle est remorte. Bon, bref. Précisément, au moment où elle a ressenti quelque chose, à part la balle qu'elle a reçue, là, c'est quand elle a touché la voiture. Avant, en fait, si elle devait raconter ce qu'elle ressent rien. Et en fait, je vais vous proposer une expérience zen, de méditation presque, on va dire. Vous ferez ça chez vous, pas là, parce que vous allez vous endormir, vous allez louper la conférence, mais vous vous mettez debout comme ça dans une pièce tranquille et vous interrogez votre corps, vous vous demandez ce que vous ressentez. Quelle partie de votre corps ressent des choses? Donc vous mettez comme ça un peu décontracté et très probablement vous allez vous apercevoir que l'endroit qui ressent quelque chose, ce sont vos pieds, la plante de vos pieds. En fait, vous ne ressentez pas, par exemple, quelque chose qui vous attire vers le bas. Si vous réfléchissez vraiment, vous ressentez le sol qui vous repousse vers le haut.
Si vous enlevez le sol, genre façon dessin animé, là, Will the Coyote, hop, on ouvre le sol, on enlève le sol, paf, tout d'un coup, vous ne ressentez plus le sol qui vous retient et vous tombez et vous ne ressentez plus rien. En fait, la chute libre, vous ne ressentez rien. Vous ne ressentez pas la force qui vous attire vers le sol. Donc, je parlais d'Einstein tout à l'heure, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça, le fait que la gravité, en fait, on ne la ressent pas, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur d'une théorie qu'il a mis en œuvre après, qui s'appelle la relativité générale, et qui est basée sur le principe que quand on se place du point de vue des objets en train de tomber, la physique est simple. En fait, on peut faire de la physique de façon simple, et la physiologie aussi, on ne ressent rien. Une fois, quand on prend cette affirmation-là et qu'on met un cadre mathématique autour, on tombe sur une révolution des théories de la gravitation qui est la relativité générale. Et c'est Einstein qui a fait ça il y a exactement 100 ans d'ailleurs, en 1915. Bon. Alors ces chutes-là, cette idée que les corps tombent tous à la même manière, on la retrouve dans plusieurs... on la retrouve assez souvent en fait. Donc ça c'est ce que j'ai vu la semaine dernière, donc j'ai eu envie de le mettre. On va avoir une scène d'apesanteur dans Astérix, tout à fait. Voilà. Astérix qui est en train de tomber, si vous regardez les objets autour de lui, il tombe à la même vitesse et vous voyez que son chapeau, il est à côté là, il essaye de l'attraper mais il ne peut pas, il est en train de flotter un tout petit peu trop loin. Ça je voulais couper avant mais j'ai pas pensé, c'est dommage. Du coup j'aurais dû couper après parce qu'après il y a un sanglier sur le dos qui fait comme ça. Super pub pour le film, moi je dois faire les bandes annonces de films. Je me suis dit, je suis en train de m'apercevoir que je ne parle pas dans le micro. C'est grave, vous m'entendez? Ouais, ça va, ok. Alors, le fait que l'apesanteur, ça soit de la chute libre, et le fait en particulier que tous les corps tombent de la même manière, ça s'appelle l'universalité de la chute libre. Et donc il y a beaucoup d'expériences qui l'ont montré, qui le montrent sur la Terre. Je fais juste référence ici à ça. Je ne vais pas vous montrer le film ici, parce que je vais vous montrer une autre version, mais une expérience qui permet de vérifier ça, c'est de faire tomber un objet et un autre, et de les lâcher, de voir qu'ils tombent en même temps. Par exemple, une plume et un marteau. Alors si vous faites ça sur la Terre, là vous allez me prendre pour un gros menteur, parce que ça ne marche pas. Prenez une plume, un marteau, vous les laissez tomber, la plume va faire comme ça, le marteau va faire blang, et c'est bien évidemment le marteau qui va toucher le sol le premier. C'est parce que tout ce que j'ai dit ici, c'était sans prendre en compte un phénomène important qui est les frottements sur la Terre. Donc ici on est en présence d'air, on ne le sent pas forcément au quotidien, mais il y a de l'air, et cet air il influe sur la chute des corps. Donc ce que je devrais dire ici, c'est en l'absence de frottement, comme c'est écrit là-haut, tous les corps chutent de la même manière. Donc il y a plusieurs manières de s'affranchir des frottements. Une des manières, c'est d'aller sur la Lune. C'est pas le plus économique, mais voilà, Apollo 15, ils ont effectivement... Alors ils ne sont pas allés sur la Lune pour ça, hein, bon, ils y étaient, donc du coup ils ont fait l'expérience. Ils ont emmené un marteau, une plume, ils ont lâché les deux, et vous trouvez facilement ce film d'archives sur Internet, je ne vais pas le passer, où on voit le gars qui lâche les deux corps et qui tombe effectivement en même temps sur le sol de la Lune. Donc la version que je vais vous en montrer, elle va venir tout de suite après. Je vais d'abord vous présenter une manière de vous la faire, cette expérience-là. Ça s'appelle, vous pouvez voir ça dans une attraction qui s'appelle les tours d'impesanteur, et ça consiste essentiellement à ça, c'est un anneau sur lequel on assoit les gens. On vous monte tout en haut là-haut, et puis, une fois que vous êtes là-haut, on vous lâche. Mais attention, hein, c'est pas on vous fait descendre vite, on vous lâche complètement. Donc vous êtes en train de tomber en chute libre. Alors au bout ils sont sympas les gens, ils vous arrêtent quand même à un moment donné, ici, là ça ralentit, voilà. Vous avez ici la scream zone, donc là vous êtes censé hurler. Et pour avoir fait ce truc, on n'a pas besoin de vous forcer très fort en fait, voilà. Donc ici, les gens hurlent, mais pendant, on va dire, une seconde et demie, vous êtes en chute libre. Et en fait, vous pouvez en profiter pour vérifier ce que je viens de vous dire ici, de faire une expérience qui montre quand on est en chute libre, on est en apesanteur. Pour ça, vous amenez des petits objets, et une fois que vous êtes en haut, alors en général, vous pouvez faire deux fois. La première fois, vous avez peur, on vous fait remonter, là, vous pouvez faire votre expérience de physique. Vous prenez des petits objets, par exemple des billes, et vous les mettez au-dessus de votre paume comme ça. Puis vous laissez comme ça. Et quand on va vous lâcher et vous allez tomber, vous allez tomber, les billes vont tomber, et en fait, vous n'allez plus sentir le poids des billes sur votre paume, elles sont en apesanteur par rapport à vous. Et mieux que ça, si vous baissez un petit peu les mains, les billes, elles vont rester sur place, en fait, elles flottent devant vous comme ça. Et là, vous pouvez faire des trucs de fou, hein. Prenez les billes, pendant que vous êtes en train de tomber, vous les lancez l'une sur l'autre, et vous les voyez faire, puis rebondir comme ça. Truc de fou, hein. Alors bon, vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut quand même être bien calé, hein, donc vous passez votre journée dans le truc et après vous êtes malade, mais ça c'est un autre problème. Bon. Si vous le faites, alors je fais quand même la précision, faites-le avec des objets petits et légers quand même. Parce que, non mais on peut se dire, ouais c'est cool, je vais faire ça avec des boules de pétanque. Ah, plaf. Le truc c'est que, bon, je vous ai dit que c'était une sensation d'apesanteur pour la personne en train de tomber, mais pour la personne qui est ici et qui vous voit tomber, l'expérience c'est de lâcher des objets. Hein. Donc des boules de pétanque, vous seriez en train de les lâcher tout en haut. Et si jamais vous la ratez à la fin de la phase ici où on vous retient, et ben ça fait une boule de pétanque qui a été lâchée de 150 mètres. Hein.
Donc vous n'avez pas envie de faire ça, non, honnêtement, hein, ça peut être rigolo à raconter, mais pas à faire. Hein. Donc si vous faites cette expérience, ou un, vous dites pas que c'est moi, et deux, vous le faites avec des trucs inoffensifs. Bon, en tout cas, c'est une expérience qui marche probablement très bien. J'ai jamais eu, en fait, je l'ai jamais faite parce que j'arrive pas à trouver une. Je suis monté une fois là-dedans, mais j'avais pas pensé à ce moment-là, et depuis, j'en trouve pas. Si un jour vous savez qu'il y a ça en France, vous m'envoyez un mail richardtaillet.1 et j'irai voir. Bref. Ça a été aussi fait sur Terre d'une autre manière, cette expérience. On peut s'affranchir de l'influence de l'air en se mettant dans le vide. Et ça, c'est une expérience qui a été faite dans l'émission des On n'est pas que des cobayes, il y a un an, où ils étaient allés dans ce qu'on appelle une tour d'impesanteur à Brême. C'est une grande pièce, on arrive à faire le vide là-dedans. Et effectivement, ils lâchent deux objets, une plume et un marteau. Et les deux objets, on s'aperçoit qu'en filmant sans trucage, qu'ils tombent aussi vite l'un que l'autre. Et c'est quand même assez impressionnant. Hein. On n'a jamais vu, on voit jamais ça hein, d'habitude. Hein. Ça veut dire même, là on peut aller assez loin dans le délire, je vais essayer de me calmer, mais il faut quand même un truc. Si vous voulez faire du lancer de plume dans la pièce, dans le vide là, la plume, vous la lancez exactement comme un bout de métal. C'est-à-dire vous prenez la plume, vous la lancez comme ça. Enfin ça ne fait pas le bruit parce qu'il n'y a pas d'air, mais voilà, ça tournoie et vous pouvez faire du pointer de plume comme vous pointez un couteau sur le mur. Hein. Le truc qui tombe, il claque. Je me calme. Ok. Donc voilà, les objets qui tombent tous en même temps, et du coup, du point de vue de chacun des objets, les autres sont en apesanteur autour. Bon, il y a eu des propositions pour faire des trucs rigolos avec ça c'est un peu vieux, 1891, voilà, en cherchant un peu dans la biblio, on tombe sur quelqu'un de Grenoble qui propose une attraction où on lâche un obus du haut de la tour Eiffel, l'arche qu'on voit c'est un bout de la tour Eiffel, et il proposait de mettre des gens dans l'obus et puis de les faire tomber, comme ça. Donc dans l'article original, quand on lit ça, le gars ce qu'il voulait c'est faire sentir une sensation de vitesse qui est grisante aux gens, en se disant si on lâche de haut il va aller de plus en plus vite l'obus, donc les gens vont être comme ça. Une fois que ça a été publié, en fait tout de suite après, quelqu'un d'autre a réagi en disant non, c'est pas ça qui se passe, justement, tout le monde tombe en même temps dans l'obus, et du point de vue des gens qui sont dans l'obus, ils sentent pas la vitesse. En fait, ils vont se sentir tout légers en apesanteur. Ce qui est du coup une autre raison importante, intéressante de faire l'expérience et de faire l'attraction. Alors, elle n'a jamais été faite, simplement parce que ça aurait tué les gens tout de suite. Pourquoi ? Parce que faut arriver à arrêter les gens. Donc le gars avait imaginé comme ça un bassin qui serait très profond. Là, vous voyez que l'obus est pointu. Donc l'idée, c'est qu'en pénétrant dans l'eau, il serait ralenti, puis les gens se mettent à flotter, puis tout va bien. Sauf qu'il suffit qu'il y ait un petit coup de vent à un moment donné pendant que c'est en train de tomber pour que le truc se mette de travers, tombe de travers dans l'eau, et là, paf, ça fait une sorte de plat, quoi. Et tous les gens s'arrêtent brutalement, sont collés où d'ailleurs ? Ils sont collés au sol, paf, écrabouillés. Je vous épargne les détails, mais après ça fait du nettoyage et bon, c'est pas grave. Alors je vais vous montrer maintenant quelques extraits de films dans lesquels ça a été plus ou moins compris ce que je viens de vous raconter là, et je vais commencer par un film où ça n'a pas été compris. Le film Total Recall en 1912, donc le remake, on voit une voiture comme ça, c'est une course-poursuite, une voiture qui évolue sur des rails magnétiques, et pour échapper à ses poursuivants, le gars ici va se détacher du rail et donc la voiture va tomber. Et ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de regarder ce qui se passe dans la voiture pendant que la voiture sera en train de tomber. Regardez en particulier les personnages, comment les personnages évoluent. On va les revoir un petit coup juste après. Vous voyez, elle est collée au plafond là, et dans la première... Pardon, je la laisse atterrir. Alors, règle numéro 1 du cinéma de science-fiction, voilà, quand vous faites tomber un objet, il faut qu'il y ait une voiture en dessous pour le rattraper. Sinon ça marche pas. Bon. Vous avez vu ici, quand la voiture s'est mise à tomber, les deux personnages se sont retrouvés collés au plafond comme ça. Ça, c'est débile. C'est pas ça qui se passe, c'est pas ça qui devrait se passer. La voiture tombe, les corps qui sont dedans tombent à la même vitesse, tout ça tombe de la même manière, et en fait, les gens auraient dû se sentir légers et auraient dû se sentir en apesanteur dans la voiture. Et en fait, c'est dommage, je trouve, en plus du point de vue même esthétique là dans le film. On a un moment, alors j'ai un peu baissé le son, mais on a un moment une course-poursuite qui est très rapide et tout ça, d'un coup ils sont lâchés, et là c'est le silence dans le film. Et ça aurait été vachement plus beau qu'avec ce silence-là, voilà, on a eu un moment un peu de légèreté, d'apesanteur, puis après il touche au sol et puis le film repart. Au lieu que là il soit comme ça, collé au plafond, je trouve ça un petit peu ridicule et dommage. Genre le gars qui donne des leçons de film, parfaitement, je le fais. Bon. Autre exemple où là par contre ça a été très bien fait, je vais vous montrer un extrait de Inception, et je vais juste commenter un tout petit peu ce qui va se passer, parce que si vous n'avez pas vu le film, qui n'a pas vu le film ? Ok, quelques personnes. Si vous n'avez pas vu le film, on ne comprend rien du tout. Donc juste, il y aura deux scènes ici, deux types de scènes. Des scènes qui se situent dans une voiture en train de tomber et des scènes qui se situent dans un hôtel. C'est des scènes un peu dans les tons orange-rouge. Et ce qui se passe, c'est que, pour vous la faire court, les gens qui sont dans la voiture sont en train de rêver.
Et ils sont en train de rêver qu'ils sont dans un hôtel, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça dans le film, voilà. Et la scène d'hôtel, c'est la scène du rêve en fait. Et donc ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que les sensations que les personnes ont dans la voiture en train de tomber se répercutent dans leur rêve. Voilà. C'est parti. Voilà. À partir de maintenant, là, on a une voiture, une camionnette en train de tomber. Et là, on voit bien les corps qui se sentent légers, hein, ce que je disais tout à l'heure qui aurait dû se passer dans le film d'avant. Bah, là c'est vraiment très, très net. Et du coup, bon, là, voilà, on les voit effectivement, c'est assez joli. Et voilà. Et dans la scène d'hôtel, le gars, il se sent en apesanteur. Et tous les gens qui sont en train de rêver sont aussi dans le même rêve. On va les voir là tout d'un coup. Et vous allez voir que tout est aussi en apesanteur. Remarquez bien ici, il y a un stylo. C'est important. Vous voyez ? Enfin, c'est important pour une connerie que je vais dire après, mais c'est pas important. Donc voilà, la sensation de chute que les gens ont dans la voiture se répercute effectivement par une sensation d'apesanteur. Donc là, Christopher Nolan, il a vraiment compris ce qui s'est passé enfin, il a compris la physique. De manière générale, la phrase Christopher Nolan a compris, elle est vraie dans ses films. Est-ce que je vous ai dit que j'étais fan de lui ? Non, pas encore. C'est le cas. Alors, très bien. Quel rapport avec tout ça ? Je vous ai parlé d'objets en train de tomber dans des voitures, depuis des camions. Quel rapport avec ça ? J'ai commencé par vous présenter une astronaute qui était dans la Station Spatiale Internationale. Ça semble complètement décorréler les deux phénomènes. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que ça ne l'est pas. En fait, c'est la même chose. Elle, avec sa flûte, là, elle est en train de tomber, en fait. Elle ne le sait pas, mais elle est en train de tomber. Et elle est en train de tomber d'une manière qui, heureusement pour elle, ne va jamais l'amener sur Terre. Et alors pour le comprendre ça, et ça sera vraiment le dernier point de physique, et après je vous montrerai plus des extraits, je vais m'appuyer sur un bouquin de Newton, Isaac Newton, donc c'est lui le premier qui a présenté ce que je vais montrer ici. Ça c'est vraiment une figure qu'on trouve dans le traité du système du monde de 1681, donc c'est pas tout neuf. Et il a fait l'expérience de pensée suivante. Imaginez qu'on est là-haut au point V, un canon qui tire des boulets, plus ou moins fort, et il s'est dit, si on tire des boulets tout doucement, sponge, ça tombe au point D, un peu plus fort, au point E, et plus on tire fort, plus ça va loin. Bon, jusque-là, il n'a pas inventé l'eau chaude, voilà. Plus on tire fort, plus ça va loin, mais comme la Terre est ronde, elle se dérobe sous la trajectoire du boulet, et on peut arriver à des situations un peu bizarres ou étonnantes dans laquelle le boulet, au cours de sa chute, avance, et atteint les antipodes. Même mieux, si on tire encore plus fort, le boulet tombe, continue à tomber, et revient au point de départ. Et si vous avez enlevé le boulet à ce moment-là, il revient à son point de départ avec la même vitesse que celle avec laquelle il était lancé, et donc il repart, et il fait comme ça des tours indéfiniment. Ça s'appelle une orbite. D'accord ? Vous lancez un corps comme ça, il se met en orbite, et il est en train de tomber. Il est vraiment en train d'être attiré par la Terre. C'est absolument évident ici sur la figure, puisque si la Terre n'était pas là, le corps il irait en ligne droite. Il n'aurait aucune raison de faire un cercle. Donc c'est l'attraction de la Terre qui transforme la ligne droite en un cercle, si vous voulez. Et voilà. Et l'orbite, c'est une situation de chute. Et alors précisément, en fait, juste une petite remarque aussi sur du coup, les corps qu'on envoie en orbite. On a l'impression des fois que quand on met un corps en orbite, il suffit de prendre une fusée, d'envoyer le truc très haut et puis de le lâcher, puis voilà, on est en orbite, c'est bien, on est dans l'espace. Pas du tout. Si vous prenez un truc, vous l'envoyez avec une fusée dans l'espace et que vous le lâchez, il va retomber le truc, il est attiré par la Terre. C'est ce qui se passe, vous avez tous vu le gars de Red Bull là, qui s'est jeté de 30 km, qui a fait un énorme saut, il était à 30 km d'altitude, il a sauté de son ballon, il est tombé. Il avait prévu le coup, donc ça s'est bien passé, mais il est tombé. Donc si vous voulez que quelque chose ne retombe pas, il faut faire quelque chose. Il faut faire quoi ? Il faut le lancer sur le côté, les deux lignes grande vitesse. Et ce qui coûte cher dans la mise en orbite des corps, c'est un petit peu de les mettre haut, mais surtout de leur donner une vitesse latérale importante. Vitesse latérale, pour la station spatiale orbitale, celle que j'ai montré tout à l'heure, station spatiale internationale, c'est 8 km par seconde. 8 km par seconde, pas par heure. C'est pas vous qui marchez, qui faites un footing. Ça fait 30 000 km/h, c'est énorme. Donc il faut donner cette vitesse-là au corps pour être sûr qu'il ne retombe pas sur Terre. C'est ça qui coûte cher, c'est ça qui coûte de l'énergie, c'est ça qui coûte des ressources. Bon. Tout ça pour dire que, une fois que vous avez réussi à faire ça, là, vous lancez quelque chose, il est effectivement en orbite et il est en train de tomber. Voilà, dans le personnage de tout à l'heure, ça je le passe parce que je ne peux pas avoir le temps. Le personnage de tout à l'heure est en train de tomber. Oui ? Une fois que la vitesse est donnée, vu qu'il y a plus de frottement, c'est bon ? Tout à fait, oui. Une fois que le corps est lancé en orbite, voilà. Après, par contre, on peut le lâcher, il n'y a plus besoin d'ajouter de carburant. C'est pas tout à fait. J'en profite pour dire juste un petit truc. Pour la Station Spatiale Internationale, elle n'est pas assez haut
pour être complètement... elle est dans une région où il y a encore un tout petit peu d'atmosphère en fait, donc elle descend progressivement, il faut quand même la remonter de temps en temps. Et alors je vais juste vous montrer une situation aussi qui est encore une chute, mais pour faire la transition peut-être entre les chutes verticales et puis les chutes sur le côté, c'est les situations où on lance des corps sur le côté, c'est les hommes canons. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces animations, enfin ces attractions. Veuillez applaudir chaleureusement Monsieur Gaston Monette, le seul volontaire de l'assistance à avoir accepté de remplacer notre homme canon, qui est toujours aux soins intensifs après l'accident malheureux d'hier. Alors cette séquence n'a aucun intérêt, mais elle me fait rire. Voilà. En fait, c'est ça que je veux vous montrer. Donc ça ressemble à ça, enfin c'est ça, un homme canon. Tout est dans le mot, hein, homme canon. On a un gars dans un canon, on tire le canon, paf, le gars il est lancé. Bon. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que là, le gars il est dans une situation de chute, et quelque chose qui n'est pas très intuitif, et je ne vais peut-être pas passer trop de temps dessus non plus, mais je vais vous le dire, pendant toute la trajectoire, le gars se sent en apesanteur. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand il est en haut ou quand il est en train d'aller vers le bas. Même quand on jette quelque chose vers le haut, c'est encore une chute. Si le gars fermait les yeux, là, et s'il ne sent pas l'air sur lui, voilà, il ferme les yeux et puis il a une combinaison qui empêche de sentir qu'il y a du vent dans une direction ou dans l'autre. À partir du moment où il a été lancé, il ne peut pas savoir qu'il est en train de monter, qu'il est en haut et qu'il est en train de descendre. Ce qu'il raconterait comme histoire, c'est d'un coup j'ai été lancé, là je me suis senti léger, waouh. D'un coup, paf, un filet qui arrive et il se retrouve dans le filet. Mais entre les deux, il n'a aucun moyen de savoir qu'il est en train de monter et de descendre. Donc la chute, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes simplement soumis à la gravitation et du coup, vous ne ressentez rien quand vous êtes en train de tomber. Alors ici, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai dit depuis tout à l'heure que c'était en l'absence de frottement. Là, il y en a des frottements, il va suffisamment vite. Donc en fait, il serait un peu ralenti, il sentirait le vent précisément. Donc on pourrait dire, tiens, on va essayer de complètement tromper le gars et ne pas lui faire ressentir qu'il est en train de tomber. Il va pas s'en apercevoir, on va le protéger des frottements, on va le mettre dans une grosse boîte de conserve. Putain. Très bien, on met une grosse boîte de conserve, le gars dedans, on lance la boîte de conserve. Alors ça paraît un tout petit peu malin, ça ne l'est pas parce que la boîte de conserve elle est elle-même freinée par l'atmosphère, donc ça va pas. Ah, mais on peut être doublement malin, la boîte de conserve, on va lui mettre des petits moteurs, ça devient un peu compliqué, je vous l'accorde, mais on a des petits moteurs à la boîte de conserve pour contrebalancer l'effet des frottements, donc ça pousse en permanence dans une direction opposée à la force de frottement pour les compenser. Allez, soyons plus fous, la boîte on lui rajoute des ailes en plus. Boîte de conserve, des ailes, un moteur, ça s'appelle un avion. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si on a un avion autour de la personne et qu'on ajuste la poussée des moteurs pour qu'en permanence cette poussée contrebalance les frottements, l'avion suit une trajectoire de chute libre et du coup tout ce qui est dedans aussi. Ça s'appelle un vol parabolique. C'est utilisé pour faire de la pesanteur, pour entraîner les cosmonautes, pour faire des expériences sans micro-pesanteur. Vous prenez un avion et vous lui faites faire une trajectoire de chute libre. C'est ça en fait. Donc là, les petits films que je vous montre à gauche, c'est Nicolas Hulot quand il faisait ses cascades à la télé. Là. Et ça, c'est une autre animation. Et vous voyez la trajectoire ici qui est suivie. Donc ça s'appelle une parabole, la trajectoire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un vol parabolique. Et l'avion, le pilote, en fait, tout le talent du pilote, c'est arriver à suivre exactement cette trajectoire-là. Je vais le dire de manière un petit peu plus visuelle, ça. Ce qui se passe là-dedans, c'est que au départ, finalement, on lance tout le contenu de l'avion dans une certaine direction, vers le haut, voilà. Et l'avion doit rester autour du bonhomme. Vous avez le bonhomme qui est là, qui va faire une trajectoire, et le pilote doit s'arranger pour que les bords de l'avion ne touchent jamais le bonhomme. Que en fait, le bonhomme soit toujours à égale distance des murs. C'est ça la pesanteur. Et c'est pour ça que c'est difficile à faire ça. Il faut un pilote qui soit quand même, qui ait un bon toucher, et voilà, qui ait effectivement du talent. Donc voilà, les gens à l'intérieur, effectivement, ont l'air de flotter, un petit peu comme la personne dans la station spatiale internationale tout à l'heure. En fait, pas un petit peu, exactement comme. C'est de la pesanteur. Il n'y a aucun moyen s'il n'y avait pas de fenêtre ici, aucun moyen de savoir que ces gens sont dans un avion et non pas dans un truc en orbite. Alors à un moment, Nicolas Hulot, là, j'ai parlé en même temps que lui, vous n'avez pas entendu, mais il a dit une bêtise, il a montré la courbe. Il a dit, oh, c'est en haut de cette courbe-là qu'on se sent en situation d'apesanteur. Pas du tout. C'est tout le long de la courbe. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'on a dû le briefer avant et tout, et dire ouais, c'est un petit peu la pesanteur, tu as dû le ressentir en voiture quand tu passes une côte. Et en fait, donc, il devait penser à ça, Nicolas Hulot. Ça, voilà. Quand vous êtes dans cette situation-là, entre le moment où vous avez décollé et celui où vous atterrissez, vous êtes en chute libre. Et là, les gens à l'intérieur sont en apesanteur. Si on mettait une caméra à l'intérieur de la voiture pendant ce moment-là, on verrait les gens qui sont en apesanteur comme on l'a vu tout à l'heure dans Inception.
Vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la situation d'apesanteur comme ça dans les films? Pourquoi on ne montre pas ici l'apesanteur pendant que la voiture est en train de faire son saut là? Ça serait sympa hein, à montrer ça, de voir Clint Eastwood en train de... Un peu dangereux ou pas? Ouais, il y a ça, mais il y a surtout autre chose, c'est que c'est pas les acteurs dans les voitures, c'est des cascadeurs. Et si vous mettez ça à une caméra tout près, ben, on le voit en fait. Vous avez tout d'un coup un gros moustachu à la place de Clint Eastwood et ça fait un peu désordre dans le film. Bon. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Donc en fait, le sentiment d'apesanteur, c'est juste le sentiment de chuter. C'est ça. Et quand on les voit en apesanteur dans les avions, ça veut dire que l'avion tombe, et Oui. il flotte, Oui. et que le pilote maintient un... Tout à fait. Vu du sol, hein, vu du sol, c'est un gars, si on arrivait à voir suffisamment, à voir de près, on verrait un bonhomme qui fait Ouah, un avion qui fait enfin qui fait. C'est le truc. Les deux ont la même trajectoire. Du coup, le bonhomme à l'intérieur ne se rend compte de rien. C'est fou, hein? Alors, maintenant, je vais passer un peu plus du côté cinéma. Donc, l'apesanteur, c'est quelque chose qui est présenté dans des films, ou bien parce qu'on a des corps en orbite, ou bien parce que ça peut être aussi des fois où il n'y a pas de gravité. Hein. J'ai dit que l'apesanteur n'était pas équivalente à l'absence de pesanteur, mais quand il n'y a pas de gravité du tout, bah, il n'y a pas non plus de raison d'avoir de pesanteur. Hein. C'est aussi une des manières de faire de l'apesanteur. Donc là, dans les films que je montre ici, c'est effectivement des situations où vous avez de l'apesanteur. Ça, c'est Le Trou Noir, c'est un film de Walt Disney de 79. Où on voit des gens qui évoluent en apesanteur. Voilà. Et c'est assez surprenant. Moi, j'avais pas du tout aimé ce film quand j'allais dire quand je l'ai vu, mais j'étais tout petit, c'est peut-être pour ça. Mais en fait, en le re-regardant, il y a des choses vraiment très bien. En particulier, le traitement de l'apesanteur. Le premier quart d'heure, il est entièrement en apesanteur dans le film, et c'est plutôt pas mal fait. Et le film qui est là-haut, Doppelganger, ou alors Journée de l'autre côté, Voyage de l'autre côté de la Terre, en français, c'est un film qui est très peu connu. C'est un film de 69, même année que 2001. Et qui est vraiment, vraiment, vraiment super. Alors c'est un peu lent parfois, la scène je ne vais pas vous la montrer, mais elle est extrêmement lente, mais le scénario est vraiment chouette, les effets spéciaux sont bien aussi, et il se passe tout le temps des choses dans le film qui retournent en fait le film en permanence. Il y a deux, trois moments dans le film où le film change complètement à cause de quelque chose qui se passe de complètement inattendu. Donc je vous conseille vraiment de le regarder. Ça sera en Blu-ray américain, version libre. Ok, merci. Alors, on n'a pas forcément dans les films envie de tout le temps filmer les gens en apesanteur parce qu'il faut faire des effets spéciaux, ça coûte cher et visuellement ça peut être un peu pénible aussi de voir des gens qui flottent. Donc dans pas mal de films on nous montre finalement dans des scènes qui sont censées se situer dans l'espace des gens qui sont soumis à la gravité quand même. Par exemple le gars ici il fait son footing. Et une des manières de faire ça, c'est de mettre les gens sur des grandes structures, des centrifugeuses. Et il se trouve que quand vous faites tourner comme ça quelque chose sur une structure sur elle-même, au bord de la structure, il y a effectivement une sensation de gravité. Vous avez l'impression d'être attiré par les bords. Je vais vous parler de ça maintenant, vous expliquer pourquoi c'est le cas. Et pour ça, je vais aussi m'appuyer sur des extraits de films. Il y a un truc en fait à comprendre pour comprendre ça, ça s'appelle le principe d'inertie. Alors c'est un grand mot, peu importe. C'est essentiellement une expression compliquée pour dire si on lance un corps dans une direction donnée, si ce corps n'est pas soumis à une force, et il va continuer en ligne droite à vitesse constante. Ça, on va le voir ici. Je mets fort parce qu'il y a une blague. Donc le gars il joue avec des M&M's. That is the exact genetic composition of my ideal woman. Et alors vous allez voir, il va jouer avec les M&M's et regardez bien comment les M&M's se déplacent. Voilà, regardez les trajectoires. My baby. No. A frog? Ça fait pas rire. Moi non plus. Donc vous avez vu les M&M's qui partaient en ligne droite à vitesse constante. Le principe d'inertie, c'est ça. Sans force, vous tapez un objet, il part, il continue tout droit. Et ça permet de comprendre comment marche le coup de la centrifugeuse. Là. Pour ça, je vous montre deux animations que j'ai faites. Où vous allez voir ici, c'est celle-là qui va commencer. Imaginez une structure ici qui soit loin de toute masse, toute gravité. Il n'y a pas de gravité dans l'histoire ici. Et ce gars, il est attaché d'une manière ou d'une autre à la structure là, et il va se mettre à tourner. Il a un ballon dans la main, et à un certain moment, il va lâcher le ballon. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est la trajectoire du ballon. Sans surprise,
À partir du moment où il le lâche, le ballon continue en ligne droite, à vitesse constante. C'est le principe d'inertie, c'est le M&M's de tout à l'heure. Du point de vue du gars, oui, qu'il s'est passé quelque chose d'un peu différent, parce que certes, le ballon est allé tout droit, mais lui, il a eu une trajectoire un peu compliquée, en particulier, ses pieds sont venus rejoindre le ballon. Donc si le gars, lui, devait raconter ce qui vient de se passer, donc là, c'est exactement la même scène, mais la caméra va s'arrêter au niveau du bonhomme quand il lâche le ballon. Voilà ce que le bonhomme, lui, voit. C'est la même chose dans les deux cas. Le ballon va tout droit, mais lui, le bonhomme, a une trajectoire compliquée, et du coup, de son point de vue, il attribue la trajectoire compliquée à celle du ballon. Et si on montre les deux scènes en même temps, voilà ce qui se passe. Donc encore une fois, c'est exactement la même scène, mais vue de deux points de vue différents. Et donc du point de vue du bonhomme, le ballon est en train de tomber vers le bas. Ça a un nom, ça s'appelle la force centrifuge. C'est ce que vous ressentez quand vous êtes en voiture, puis quelqu'un se met à tourner le volant brusquement d'un côté. Vous avez l'impression d'être éjecté vers la portière. C'est pas le cas, hein. Vous n'êtes pas attiré par la portière, vous avez envie d'aller tout droit. Ce qui se passe, c'est quand le gars a tourné le volant, c'est la portière qui est venue vous rencontrer. Hein. C'est en tournant, le gars est venu mettre la portière devant vous. C'est pas de votre faute, c'est de la faute à la voiture. Bon. Donc la force centrifuge, c'est ça. Et après, bon, si on veut dire ça de manière un peu plus facile à décrire, tout se passe comme si les corps, de son point de vue à lui, du point de vue du bonhomme en train de tourner, tout se passe comme si le corps subissait une force, le ballon ici, une force qui va vers l'extérieur, ici, on aurait l'axe de rotation qui est là, et en tout point, il y a une force qui est dans ce sens-là, et qui est d'autant plus forte, ça je vous le dis sans vous le montrer, mais qu'on s'éloigne de l'axe de rotation. Ici, ça serait faible, moyen, et ici, important. Et alors ça, c'est mis en œuvre vraiment dans plein de films. Donc vous avez ici, donc là où dans 2001 de cet espace, le gars qui fait son footing, cette scène a été reprise dans Mission to Mars, où on a une scène qui est vraiment un hommage à celle du dessus, hein, en fait. Hein. Si vous regardez les détails du décor, il y a des choses qui rappellent ce qui est en haut, mais vous allez voir une structure qui est plus grande et qui est en train de tourner sur elle-même. Et là, Brian De Palma a quand même rajouté quelque chose par rapport à 2001. Alors en général, un réalisateur qui rajoute un truc par rapport à un autre, c'est une mauvaise idée parce qu'il fait n'importe quoi. Là, c'est pas le cas, il a rajouté un truc intelligent. Donc vous allez voir le personnage, d'abord le personnage féminin ici qui va monter une échelle. Super intéressant. Et oui, elle va monter l'échelle. Mais c'est pas ça le truc le plus intéressant. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est deux choses. D'une part, ce qui se passe quand le gars monte l'échelle. Là, on l'a pas bien vu, mais lui, on va voir. Comme je vous ai dit que la gravité, enfin la force centrifuge était plus importante ici que là et que là, quand le gars va monter l'échelle, là, la gravité doit être importante, là, faible, et là, quasi nulle, en fait. Donc ici, il ne devrait quasiment pas forcer pour monter. Là, c'est dur, il appuie sur ses pieds, alors que là, il devrait simplement se laisser aller et pousser sur ses mains, finalement. C'est pas ce qu'il va faire. Vous allez voir qu'il va monter comme on monte une échelle normale, et c'est normal, le film a été tourné sur Terre. Donc voilà. En revanche, ce qui est vraiment bien vu, c'est qu'une fois qu'il est dans le centre, et ça va être la scène juste après, vous allez voir qu'effectivement, au centre, cette force centrifuge, du coup, cette gravité artificielle, là, elle disparaît. Et on va voir une scène, effectivement, d'apesanteur au niveau de l'axe de rotation de toute cette structure. Voilà. Donc on a une scène de danse, de rock, ici, en apesanteur. Donc là, le réalisateur a vraiment compris que cette gravité artificielle n'était pas la même en tous les points de la structure qui tourne. Alors on peut faire des trucs rigolos quand on est physicien. C'est faire des calculs. Alors pour beaucoup de gens, c'est pas faire des calculs, des trucs rigolos, c'est un peu antagoniste, mais moi ça m'amuse. Et en particulier, ce qu'on peut faire, c'est connaissant la vitesse de rotation de la structure et puis connaissant sa taille, ben voilà, il y a une formule qui permet de trouver la gravité artificielle qu'on ressent, on peut faire le calcul. Et il se trouve que dans pas mal de films, on nous donne des indices qui permettent d'avoir ces grandeurs-là. Par exemple, dans 2001, ici, la grande roue du début, on peut mesurer sa vitesse de rotation, ça c'est facile, vous regardez le film avec un chronomètre, ça je l'ai fait pour vous, voilà. Donc ça tourne en 1 minute exactement, ça fait 1 tour par minute la structure. Et par ailleurs, on peut évaluer la taille, ça on peut regarder des zooms, donc compter le nombre de fenêtres et tout ça, mais en fait il se trouve que Stanley Kubrick nous a dit quelle était la taille dans les notes du film, donc on peut savoir. Et du coup on peut calculer effectivement la gravité qui serait ressentie par les gens qui marchent sur le bord de la structure, et on trouve qu'en fait ça tourne pas assez vite. D'un facteur important, un facteur 2 ou un facteur 3, je ne sais plus de tête, mais donc c'est pas réaliste de ce point de vue-là. C'est joli, hein, ça rappelle les grandes roues dans les fêtes foraines, c'est pour ça qu'il a fait, mais c'est pas réaliste. Ça serait quelque chose de plus réaliste, ça serait ça en fait.
Donc Conquest of Space ici, vous avez ici un tor en train de tourner, et là la vitesse elle est à peu près correcte. Alors juste une petite remarque, on ne le voit pas là-dessus, et je n'ai pas le temps de vous montrer quelque chose sur ça, mais il y a pas mal de films où ça s'est montré, et des fois on voit des fenêtres sur la structure qui est ici, parce qu'on a envie de regarder dehors, hein. Mais il y en a qui mettent les fenêtres là. Je vous rappelle que là, c'est là où on marche, hein. On est attiré vers l'extérieur, on marche ici sur l'extérieur de la structure. Donc les fenêtres, elles doivent être mises là ou là, si vous les regardez dehors. Si vous les mettez là, vous êtes en train de marcher sur les fenêtres, et ça les salit, c'est mal. Okay. Voilà, j'en dis pas plus, simplement, enfin sur ça. Voilà. Il y a un autre moment dans 2001 où aussi on peut faire ce calcul-là, c'est le gars qui court dans sa structure. Ici, en fait, il se trouve qu'à un moment, on le voit rentrer. Donc la structure là-bas qui est en train de tourner, c'est ça. Donc là, on voit vraiment que c'est en train de tourner. Ça, c'est un sas qui permet d'y accéder. Du coup, on peut mesurer toujours avec un chronomètre la vitesse de rotation de ce machin-là. Ça fait 3 tours par minute. Et puis, on peut évaluer aussi assez facilement le rayon avec la scène du haut. Et on s'aperçoit que là encore, ça ne marche pas. Quantitativement, ça ne marche pas. Donc, si Stanley Kubrick avait voulu faire un truc très réaliste, il n'aurait pas mis cette vitesse de rotation. C'est du pinaillage, hein, et ça gâche pas du tout le film, on s'en fout, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on peut le calculer, ça se fait même assez simplement. Ça, c'est typiquement des choses qu'on peut donner en examen à des étudiants de première année d'universitaire. Parce que je l'ai fait, je le sais. Alors, là, je vous ai montré des exemples relativement intelligents, donc trop d'intelligence tue l'intelligence. On va regarder Armageddon ensemble, en le commentant un peu. Donc Armageddon, voilà, on va voir des navettes spatiales qui vont accoster une station orbitale. En gros, ils vont sauver le monde, ils vont mettre une bombe dans un astéroïde pour sauver le monde, donc peu importe. Et je vais essayer de commenter en direct les bêtises qu'il y a, mais il y en a beaucoup, donc je ne vais pas réussir à suivre. Donc je vais en dire que quelques-unes. C'est parti. Alors, ça, c'est les astronautes qui sont dans leur navette spatiale. Et vous allez voir la navette spatiale approcher une station orbitale. Ils vont se ravitailler là-bas. Il faut qu'ils s'arrêtent pour aller chercher un truc. Je ne sais plus exactement quoi, mais peu importe. Vous allez voir la manière dont évoluent les navettes, la manière dont elles tournent et la manière dont elles approchent la station sur laquelle ils veulent s'arrimer. Regardez ici, quand ils vont tourner. Ils tournent comme des avions, en fait. Ils se mettent sur le côté puis ils tournent sur leur aile. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans l'espace. Il n'y a pas d'air, c'est pas des avions. Hein. Une navette spatiale, c'est pas comme ça qu'on la fait tourner. En plus, ils arrivent super vite et ils peuvent pas freiner. Hein. Donc là, ils vont exploser la station. Bref. À l'intérieur, ici, vous avez le russe débile de service, forcément, qui va mettre sa station en rotation pour qu'il y ait de la gravité dedans, pour que tout le monde soit confortable. En fait, il a le sens de l'accueil, ce gars-là. Il va allumer les fusées, stock. Pouf, miracle, il colle au sol. Alors, mis à part le fait qu'il joue comme une patate, il y a un truc qui n'est pas très réaliste dans cette scène non plus. En fait, il ne devrait pas pouvoir s'écrier comme ça « I'm feeling I'm having gravity ». Je fais bien, hein. Non, ok. Ce qui devrait se passer là, c'est deux choses en fait. Ou bien il vomit, ou bien il s'évanouit. Pour la raison suivante, je vous rappelle que ce qui attire le gars au sol, c'est le fait qu'il y a une force centrifuge. Cette force centrifuge, elle est d'autant plus forte qu'on est loin de l'axe de rotation. Là, le gars, dans sa capsule, il a les pieds par terre et en gros, s'il lève les mains, il touche le plafond. Hein. Voilà. Donc ça fait sa taille. Ce qui veut dire que le centre de rotation, il est au milieu, au niveau de son nombril. Donc là, on est en train de mettre en rotation le gars autour de son nombril. Donc ça veut dire que ses pieds sont effectivement repoussés par là-bas, sa tête, elle est repoussée par là-bas. Donc déjà, il n'a aucune raison d'être attiré plutôt vers le haut que vers le bas. Ensuite, le cœur, le système sanguin ne sait pas du tout gérer cette situation. Quand vous êtes là, debout, votre sang spontanément, il a envie de descendre, c'est la gravité, très bien, le cœur il est là pour emmener tout ça vers le haut, ça se passe bien. Faites les pieds au mur, toc, vous avez la tête en bas, là le cœur il arrive encore à gérer le fait que tout d'un coup il y a plein de sang dans la tête et à remonter ça vers les pieds. Okay. Dans la situation qui est là, vous avez une partie du sang qui va vers le bas, une partie du sang qui va vers le haut. Ça, il ne sait pas faire, le système sanguin. On n'a pas été sélectionné pour ça. Dans la vie de tous les jours, on vous met rarement en rotation comme ça autour de votre nombril. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'arrive jamais. Donc ça, il ne sait pas gérer. Du coup, le sang est mal réparti et du coup, il s'évanouit, effectivement. En plus, le gars, on se met à le faire tourner assez vite autour de lui-même. Ça, essayez en plein air et vous allez effectivement être malade, très probablement, assez rapidement. Donc si la vitesse de rotation est élevée, et donc ça veut dire si finalement l'habitacle est petit, de le mettre en rotation, ce n'est pas une solution viable du tout pour faire de la gravité artificielle. Bon.
Alors, bon, cependant, c'est quand même une idée pour des grandes structures qui peut être envisagée. Vous avez plusieurs films de science-fiction comme ça qui montrent des vaisseaux qui ont une partie en rotation. On va faire un petit quiz, tiens d'ailleurs. Est-ce que vous reconnaissez les différents films dont suivent les vaisseaux qui sont là? On va commencer par celui en haut à gauche. Ouais. 2001, ouais, ok. Le deuxième, que vous avez tous vu. Enfin, il y a 3 personnes sur Terre qui n'ont pas vu, je crois, ce film. Si elles sont là, on a de la chance. Quelqu'un sait? Ouais, non? C'est Avatar. Hein. C'est le tout début d'Avatar. Et on voit à un moment, voilà, une structure, je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a quelque chose en train de tourner. Ça je l'ai montré tout à l'heure. C'est Mission to Mars. Là, on voit le vaisseau de 2001, qui est là-haut, mais c'est pas 2001. Le film, c'est 2010. Hein, c'est la suite, en fait. J'en montrerai probablement... Oui, j'en montrerai une scène tout à l'heure. Ça c'est le tout dur. Oh, comment vous êtes mauvais! Enfin, moi, c'est facile. Ça, c'est Red Planet. Et puis ça, c'est un magnifique film, qui est un remake d'un magnifique film, Solaris. Donc ça, c'est tiré du remake. Bon. Passons à quelque chose de rigolo. Moonraker. Moonraker, donc 1979, James Bond dans l'espace. On va voir une structure ici aussi, une station spatiale habitée par des méchants, on les appelle comme ça. Et voilà, ils vont dans cette station spatiale et vous avez quelqu'un ici qui va s'occuper de tout allumer, mettre l'eau chaude, allumer les lumières et mettre la structure en rotation pour que les gens puissent être dedans en situation de ressentir la gravité artificielle. Donc là, il est censé être en apesanteur 0. Hein. Là, il est en train de marcher, hein, le gars. Donc déjà, il n'a pas compris le scénario, là, donc c'est bon. Bon, il s'élance. Ah là, quand même, il est OK, on y croit. Sauf que si vous regardez ce qui se passe dans le détail, c'est pas celui-là, il va s'arrêter un petit coup. Hop. Bon, puis il va quand même aller un coup sur la gauche. Hop là là. Donc là, c'est pas ça qui se passe non plus. Hein. Là, il est comme le M&M's de tout à l'heure. Il devrait s'élancer et puis partir à vitesse constante. Et voilà. Alors bon, on peut pas nager comme ça en apesanteur, c'est pas possible. Bon, bref. Il arrive quand même à atteindre la station de contrôle. Il allume donc tout ce qu'il faut, l'eau chaude, les douches, la lumière et la gravité. Vous allez voir la structure se mettre en rotation et ce qu'il faut regarder c'est comment elle tourne. Regardez autour de quel axe elle tourne, à partir du moment où ça va se mettre à tourner. Je vais essayer de le matérialiser avec ma main. Vous allez voir que ça tourne autour d'un axe qui est comme ça. Ça tourne dans ce sens-là, d'accord? Donc la gravité, enfin la force centrifuge, elle est dirigée vers l'extérieur. Au centre, là, vous avez un module de commande dont le sol est horizontal sur l'image. Donc la force centrifuge, ici, elle est comme ça dans le film. Donc le gars, il ne devrait pas pouvoir marcher sur le sol, là. Il devrait marcher sur les murs. Donc là, ce qu'on nous montre ici, ce qu'on va nous montrer encore plus après, des gens qui marchent, si on regarde dans le détail ici, tous les gens qui marchent ne marchent pas où il faut. Ils devraient tous marcher un moment sur les murs. Donc là, on est distrait parce qu'il y a des filles en jupette, mais bon, après, si vous le re-regardez calmement, vous vous apercevrez que non, ça ne marche pas du tout. Il ne marche pas du tout comme il faut et la gravité n'est pas dans cette direction. Donc là, en particulier, elle devrait vraiment être sur les côtés dans le film. Donc là, le gars s'est dit, je vais faire tourner la structure, du coup, c'est bon, on n'en parle plus, il y a de la gravité. Ben non, c'est pas ça. Donc vous voyez que là, James Bond, quand même, il voit qu'il y a un truc qui... Alors, c'est pas fini. Donc je vous rappelle que c'est une station spatiale habitée par des méchants. Il y a des gentils qui viennent attaquer les méchants. Ça se passe en général comme ça dans les films. Du coup, les méchants veulent attaquer les gentils. Je résume bien, James Bond. Et attention, grand moment ici, scénaristique, un bouton rouge et une hésitation. Alors le bouton, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête la rotation de la structure. Ah, j'en étais sûr. Et alors là, on ne comprend pas. Ça se passe super mal. Et si vous regardez bien ici, vous allez voir des trucs qui flottent là. Il y a un téléphone qui flottait. Enfin, tout le monde est en mais le téléphone, non, lui, il reste là. Voilà, bon. Là, on est en zéro gravité. Il y a des gens qui continuent de tomber. Ils n'ont pas compris que le scénario non plus. Vous allez avoir des gens qui vont se mettre à marcher. Merci. Donc ça, c'est pas mal, par contre. Voilà, les gens... Alors là, ils marchent. Donc dans James Bond, en fait, ils se sont dit la pesanteur, on va faire marcher des gens tout doucement, avec une petite musique légère. Et en fait, c'est ça. Tout. Donc là, il y en a encore qui tombent, qui n'ont pas compris non plus. Bon, voilà, par exemple. Et voilà, et tout ce beau monde, voilà, marche au ralenti en apesanteur.
J'en rigole, mais c'est agaçant. Autre scène où ça semble bien fait et où c'est un peu problématique, Ender's Game, où aussi ici on a une structure en rotation et on la voit par derrière là-bas. Si vous regardez, vous voyez un truc qui tourne là-bas. Donc on comprend dans le film que ce qu'il y a derrière, c'est un grand truc qui est mis en rotation, donc ça tourne à la gravité artificielle, mais du coup eux ils y sont pas là. Ils ne peuvent pas marcher sur le sol à cet endroit-là. C'est pas possible. En plus, le fait qu'ils sont en apesanteur là, à l'endroit où ils sont, on le voit de manière très nette dans la seconde qui suit. Voilà, pof, ils s'élancent et ils sont en apesanteur. C'est joli, hein, c'est super chouette cette scène. Mais voilà, ils auraient dû arriver en apesanteur dès le début en fait. Ou alors, ils ont des chaussures magnétiques. Mais bon, je ne vais pas me lancer dans le domaine des chaussures magnétiques maintenant. Ça, c'est intermède, c'est pour que je regarde l'heure. Super. Et c'est aussi pour vous montrer ça, parce qu'elle me fait toujours halluciner cette photo. Ça, c'est la vraie station spatiale internationale, ça ressemble à ça. Et il y a des Hugo de fou. Là, voilà, la fille est tranquille. Alors, elle a du boulot normalement, mais bon, elle fait sa pause. Ils sont là, ils ont une machine expresso en plus maintenant, une vraie. Donc elle peut prendre son petit café dans une poche par contre, mais ça donne envie, hein. Ok. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que faire de l'apesanteur dans les films, montrer de l'apesanteur, c'était pas forcément évident parce que ça coûte cher et tout ça. On va regarder ensemble quelques scènes d'eux où le but du jeu, ça va être d'essayer de deviner l'effet spécial qui a été mis en jeu, comment ils ont montré l'apesanteur. Première scène, Barbarella, donc c'est la scène en fait de générique. C'était essentiellement un striptease en apesanteur, donc rassurez-vous, ou pas, mais je ne vais pas la montrer. on va voir juste le début. Et donc regardez bien cette scène. Et alors je vais mettre un peu de piment dans le truc. Ça va être un défi en fait. Parce que cette conférence-là, je l'ai montré quand même un certain nombre de fois, et à chaque fois je fais ce jeu-là. Et ce qui se passe, c'est vraiment la chose suivante. Je vous dis, regardez bien l'effet spécial. Alors essayez de trouver l'effet spécial. Vous ne le trouvez pas. Je vous dis l'effet spécial. Je remontre l'extrait. Et là, mais on ne voit que ça. On voit que le trucage. Donc vous êtes prêts à être ridicule en ne trouvant pas? C'est parti. Et si vous trouvez, ne dites rien, gardez-le pour vous. Qui pense avoir vu l'effet spécial? Ok, le coup du défi marche bien. Allez-y, qu'est-ce que tu penses que c'est? Ouais, ok, effectivement. Alors hier, j'ai fait la conf devant des collégiens et les solutions qu'ils ont proposées, c'était... il y a pas mal d'imagination. Hein. Les mecs pensaient qu'il y avait une grosse soufflerie en dessous, qu'elle était en train d'être retenue. D'autres que c'était une combinaison métallique, donc il y avait des aimants qui la retenaient, c'est pas bête. D'autres qu'il y avait des fils et tout ça. Mais effectivement, c'est une vitre. Alors plus précisément, elle est allongée sur une vitre horizontale. Vous avez un décor peint en dessous et en train de se trémousser sur la vitre en fait. Et alors, si vous regardez la scène, donc on voit, alors on devine effectivement, c'est pas forcément flagrant, mais on devine que de temps en temps elle s'appuie un petit peu sur quelque pour se pousser là, elle pousse sur son pied là, assez nettement, voilà. Mais c'est surtout après, en fait on voit des reflets sur la vitre. Là on voit que ça quoi. Et alors honnêtement, moi la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas du tout vu ça, hein, et donc il y a peu de gens qui le voient, donc particulièrement perspicace ici. Et du coup, ça montre que l'effet spécial est quand même réussi. Voilà, on nous montre un truc avec un gros défaut qu'on arrive à ne pas voir en première vision. Exercice de niveau 2, 2001. Où vous avez un stylo. Et même, première remarque, si un jour vous faites un film en apesanteur, mettez un stylo. Non mais c'est une règle, ça c'est la règle numéro 2 du film. Comment est fait l'effet spécial qui est ici? Je vous laisse regarder. Bon, il est un peu lent hein, ce film globalement. Mais... D'abord, est-ce que vous y croyez? Non? Oh, c'est quand même pas trop mal fait, hein? Quelqu'un sait? Quelqu'un voit? Alors c'est une vitre aussi, hein. Cette fois-ci qui est verticale et qui est mise en rotation. Le stylo est collé avec un point de colle sur la vitre. Toute la vitre est mise en rotation comme ça. À un moment, elle va venir, elle va décoller le stylo. Là. Et alors, le truc de fou, c'est quand on regarde la scène ici, calmement, chez soi dans le canapé, en haute définition et au ralenti,
on remarque dans le coin en haut à droite là, on voit des rayures de la vitre qui sont en train de passer. C'est furtif, mais on le voit effectivement, on voit la rotation du truc, c'est assez rigolo. Autre effet spécial, Apollo 13, où là des gens jouent avec du jus d'orange. Bon, ça vous semble bien fait? Vous y croyez? En fait, vous avez intérêt d'y croire, parce que ça, c'est de l'apesanteur. Il n'y a pas de trucage là. Ils sont en apesanteur. Alors, ils ne sont pas dans l'espace, hein, mais rappelez-vous, je vous ai dit, c'est la chute, l'apesanteur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces gens-là, on les a mis dans un gros camion de tournage, et puis on les a lâchés du haut d'un pont de 150 mètres. C'est évidemment pas vrai. Ce qu'on a fait, on les a mis dans un avion qui suit un vol parabolique, stock, et pendant, voilà, ça dure 20-30 secondes maximum, ces vols-là, et donc c'est des scènes, si vous regardez bien, qui font toutes maximum 30 secondes. Et donc ces gens-là ont tourné les scènes en apesanteur. Donc c'est de l'apesanteur. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup les acteurs ici ont passé plus de temps dans des vols paraboliques que que les astronautes à l'entraînement en fait. Ils avaient loué probablement un avion à la NASA, l'avion d'entraînement des astronautes, et les acteurs-là étaient plus entraînés à l'apesanteur que les astronautes. Ils n'étaient pas entraînés à tout le reste, ils ne pouvaient pas être astronautes, mais au moins pour la partie apesanteur, ils étaient prêts. Et alors, moi, quand j'ai vu cette scène la première fois, même assez longtemps, je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc qui n'est pas réaliste du tout, c'est que, bon, certes, c'est bien fait du niveau visuel, mais les gens, ils ne vont pas jouer avec du jus d'orange là-dedans, hein. Ils sont dans une capsule spatiale avec de l'électronique partout, c'est quand même assez fragile, et une goutte de jus d'orange qui va se mettre sur un circuit qui est censé s'allumer au moment où ils arrivent sur Terre pour les retenir de l'atmosphère, on n'a pas envie que ça casse, hein. Donc je me suis dit, ça, c'est pas réaliste. Mais en fait, je me trompais. Et en ayant vu le documentaire Moonwalk One, qui est vraiment super bien fait, en fait ça c'est des images d'archives prises dans Apollo 13 effectivement. Donc là-haut il y a du jus d'orange voilà, dans une bonbonne, mais là le gars en fait il joue effectivement avec de l'eau. Alors c'est de l'eau, hein, mais voilà, il en envoie un peu partout, vous allez voir, avec de l'électronique partout. Alors Apollo 13 ça s'est mal fini, enfin, il y a eu un problème, alors c'était pas lié à ça, hein, enfin, probablement pas, mais voilà, ils jouaient effectivement avec de l'eau dans leur capsule. Alors juste petit aparté sur la forme des gouttes, vous avez vu que les gouttes elles prenaient des formes sphériques partout, ça si vous avez lu Tintin vous le savez déjà. Entre parenthèses, c'est pas du tout Tintin qui l'a inventé ou quoi, hein. Et si vous allez voir les vidéos de podcast là pour lesquelles vous avez tous les petits flyers, je passe un peu de temps à un moment à montrer les rapports entre On a marché sur la Lune et puis un film Destination Moon qui a été tourné 3 ans avant et dans lequel il y a plein de trucs dont Hergé s'est inspiré, parfois de façon très 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 fidèle en fait. En fait, il a repris des scènes du film qu'il a mis dans la BD. Mais bon, en tout cas, on voit effectivement des gouttes ici se former. Et ce qui est, Peter Jackson a repris ça de manière assez intelligente. Cette scène de boule de whisky en apesanteur, il l'a mis dans un film dans lequel il n'y a pas du tout d'espace, c'est pas sur la Lune, c'est Tintin et le secret de la licorne. Et voilà, vous avez un avion qui est en train de tomber en chute libre et du coup, vous avez le whisky qui se met en boule effectivement. Donc il a aussi compris ici que la chute libre là c'est la même chose que l'apesanteur qui était montré juste avant. Ça je passe. Et voilà. Et je vous montre ici le premier film qui montre de l'apesanteur, La femme dans la lune, 1929, où on voit aussi des gouttes de l'alcool qui se met en gouttes. Alors juste pour vous situer le contexte, ils sont en train de célébrer quelque chose. La femme veut se servir de l'alcool, servir de l'alcool pour célébrer le truc. Du coup, comme c'est la pauvre femme idiote, elle n'y arrive pas. Donc elle donne à l'homme la bouteille pour qu'il le fasse, qui lui comprend le truc et paf. Alors ça fait des gouttes. Okay. Alors les gouttes, elles auraient dû partir très vite, hein, mais peu importe, elles restent ici, il y a des gouttes. Voilà. Et donc du coup, voilà, il arrive à choper ça et de manière extrêmement délicate et galante, il boit. La femme dans la lune, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été pensées au niveau de la physique. Ils voulaient vraiment faire un film qui était correct du point de vue scientifique. C'était pas un film scientifique, mais il était très consciencieux de ça, Fritz Lang. Et un autre truc qui est assez intéressant à voir, c'est ça. Il s'est dit tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour pas filmer tout le monde en apesanteur tout le temps, et donc voilà, filmer avec les moyens terrestres ce qui se passe dans la fusée. Donc là, c'est une scène où ils sont censés être en apesanteur, et donc la manière qu'il a imaginé, c'est des sangles qui sont par terre. Il pousse sur ses pieds et du coup il s'élève. Voilà. Toc.
Si vous vous rappelez ce que j'ai montré tout à l'heure dans le trou noir, en fait la scène où il monte comme ça, elle est très similaire à une scène qui a été reprise dans le trou noir. Mais donc voilà, ici, Fritz Lang montre quelqu'un qui est en apesanteur. Entre parenthèses, les sangles ici, c'est ça la solution qui a été adoptée. Hein. Dans la Station Spatiale Internationale, il y a des sangles partout qui permettent aux gens de s'y tenir. Alors, quelques petites erreurs maintenant. Vous voyez ici une scène de 2010. Et je vais la remettre au début. Voilà. On a quelqu'un qui est en apesanteur, là, très clairement. Voilà. Vous avez quelqu'un là-bas qui marche sur le mur. Et vous avez ici un gars qui est là debout, et puis eux qui sont debout. Voilà. Essayons de comprendre cette scène. Mettons en œuvre tout ce qu'on vient de raconter ici. Essayons de comprendre cette scène, qu'est-ce qui se passe ici. On a un gars en apesanteur et d'autres qui semblent collés par terre. Donc on peut se dire, bah, c'est en train de tourner. C'est la structure en train de tourner. On peut même savoir autour de quoi elle tourne, puisque le gars est en apesanteur, il doit être au niveau de l'axe de rotation, donc ça tourne au niveau du gars qui était là-haut. Donc c'est en train de tourner très probablement comme ça, ou dans le sens, mais peu importe, ça tourne, voilà, comme ça. Ça serait valable, sauf qu'il y a un personnage qui gâche le truc, un personnage qui par ailleurs ne sert absolument à rien dans cette scène, c'est lui. Vous êtes d'accord qu'il ne sert à rien là, on est juste là. Bon. Et si le gars qui est là-bas marche sur le mur, ça veut dire que là-bas la gravité elle est dans le sens là, la force centrifuge est là-bas. Eux, ils sont debout là, donc la force centrifuge doit être là, et quand on regarde le problème de près, on s'aperçoit qu'ici, la gravité, du coup, devrait être comme ça. Donc la scène, elle aurait été réussie et réaliste si le gars, au lieu d'être comme ça, avait été, je ne vais pas le faire parce que je me casse la figure, mais de travers, et comme ça à 45 degrés. Là, ça aurait été correct, effectivement. Là, tel qu'il est, il n'y a aucun moyen de mettre une structure en rotation pour que ça marche. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce film, c'est dommage, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment très chouettes dans 2010, il y a beaucoup de choses que j'aime pas aussi, mais voilà, il y a en particulier quelques grosses erreurs. Il y a celle-là, il y en a une autre avec un stylo. Forcément, voilà. Il y a un stylo, à un moment le gars prend un stylo, le lâche, mais il y a une situation où ça devrait tomber du coup, mais peu importe. Ça, je passe. Et là, je vous montre deux scènes dans lesquelles on voit de l'apesanteur, une fois filmée avec vraiment de l'apesanteur, Apollo 13, où le gars va lancer une cassette, et là, et là-haut, une scène où ça a été fait en effets spéciaux, donc il lance du Dr Pepper. C'est quand même la meilleure chose à faire avec du Dr Pepper. Et là, moi j'y crois un petit peu moins, j'ai l'impression que ça remonte, que ça s'arrête, ou je sais pas quoi. Donc voilà, là, j'allais dire c'est plus réaliste là, non c'est pas réaliste, c'est réel. Là c'est vraiment de l'apesanteur. Et alors, quelques erreurs, grosses erreurs qui sont, je vais passer maintenant et finir sur ça, quelques grosses erreurs qu'on voit, des confusions notamment entre vide et apesanteur. On va voir deux scènes ici. Ce qu'on entend, c'est le son du haut de 2001. Donc à un moment, le personnage est dans une capsule, il veut entrer dans un sas, il a oublié son casque, manque de bol, et entre lui et le sas, il y a du vide. Et donc il va traverser le vide pour aller se mettre dans le sas. Et on va voir ce qui se passe là-haut. Voilà, il est éjecté, stock, là il est dans le vide. Hein. Donc il va quand même assez rapidement fermer le sas, ce qui est le truc probablement le plus intelligent à faire. Ça se ferme pas super vite. Et il allume, et voilà, il peut respirer. Maintenant, Danny Boyle, Sunshine, reprend ça, mais forcément c'est Danny Boyle, plus grande échelle. Vous avez non pas 1 mètre, mais quelque chose comme 100 mètres entre les deux régions qui doivent être atteintes. Là-bas, c'est le sas qui doit atteindre. Donc il parcourt 100 mètres comme ça dans le vide. Donc lui, il a un casque, mais il est avec deux personnages qui n'en ont pas. Donc du coup, il les a mis dans du papier alu. Donc voilà, il y en a deux qui... Bon, il y en a deux qui s'accrochent, un pour lequel le film va bientôt être fini. Je te prends, je te balance là-dedans. Puis j'ai le temps, hein, ça va. C'est pas comme s'il y en avait un qui essayait de respirer. Donc je regarde un peu dehors. Bon, lui, non. Là, il y a toujours un gars en train d'essayer de respirer. Hein. Bon, bref. Donc, exactement comme dans la scène du haut, il rentre, il va fermer le sas. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Enfin, moi, je trouve ça, voilà, c'est joli en plus, il y a des belles couleurs et tout. On met la pression et là, il se retrouve collé au plafond. Pourquoi en mettant la pression, il se retrouvait collé au plafond? Donc il y a deux solutions, ou bien ils pensent que c'est la pression atmosphérique qui tient les gens au sol, ça c'est quand on demande aux gens dans la rue, voilà, ou même aux élèves, aux étudiants, il y en a qui pensent ça. On est là parce que l'air nous appuie dessus, c'est la pression qui nous colle au sol. Non, c'est pas vrai, vous faites le vide dans la pièce, vous êtes encore attiré par terre. On a vu tout à l'heure la plume et le marteau, on était attiré par terre. Non. Donc c'est pas ça, donc ça c'est la solution numéro 1, ou 2, il s'en fiche et il n'a pas compris, c'est le cas pour Danny Boyle. Sauf que Danny Boyle, dans Sunshine, sa pub, à un moment, enfin, sur son site, c'est de dire ouais, on a fait appel à des gens du CERN pour nous expliquer la physique, notre film est super précis et tout. Non,
Enfin, quelqu'un du CERN ne va pas vous dire ça, quoi. Ça, c'est de la physique élémentaire. Donc ça, c'est vraiment juste une erreur. En fait, il a voulu faire mieux que 2001, faire plus, et il a fait, du coup, débile. Voilà. C'est un film très joli, hein, Sunshine. Hein. J'aime beaucoup visuellement, mais voilà. Alors, puisqu'on en est à voir des trucs débiles, le film le plus débile de l'histoire du cinéma, enfin, je ne les ai pas tous vus, mais pour l'instant, c'est mon favori. Juste pour vous résumer l'histoire, enfin, il n'y a pas d'histoire en fait, mais la scène, bouton rouge. Bouton rouge, ne pas appuyer, parce que si on appuie, ça ouvre la porte vers le vide. Voilà, vous avez tout compris au film, c'est parti. Ah mince, ça a appuyé. Je pense que ça se passe de commentaires. Bon, ça prendrait trop de temps de dire tout ce qui ne va pas en fait dans la scène. Non, mais ça accumule vraiment très vite. Juste le truc principal ici, c'est qu'ils n'ont pas de raison de flotter parce qu'ils ont enlevé l'air. En fait, ils n'avaient pas de raison d'être collés au sol avant parce qu'il y avait de l'air, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'autres erreurs, notamment le choix des acteurs, mais ça, c'est pas mon problème ici. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Ouais, j'ai le temps en plus, c'est trop bien. Voilà, bah du coup, je vous la montre, la scène de 2010 qui pose problème. Avec le stylo, voilà. Donc là, ils sont clairement dans une situation où il y a une gravité artificielle, ils marchent par terre, voilà. Donc eux ne sont pas en apesanteur. Et le personnage qui va nous faire une petite explication de physique, parce qu'il y a toujours un gars qui fait une petite explication de physique avant dans le film, voilà. Il prend le stylo qui était posé, il le lâche et sans les mains, ça tient. Donc là, c'est débile, hein. Si le stylo était posé et eux ils sont par terre, le stylo devrait tomber une fois qu'il le lâche. Donc là, c'est juste faux. Un peu d'intelligence. Alors ça me fait un peu mal de mettre un peu d'intelligence en même temps que ce film-là, parce que voilà, il n'y a pas que ça non plus dans ce film, mais il se trouve que là, il y a un truc qui est pas mal. Total Recall, donc on a ici de la pesanteur dans une situation non spatiale. En fait, c'est l'auteur imagine que, le réalisateur imagine qu'il y a un tunnel entre deux bouts aux antipodes de la Terre, un tunnel qui traverse toute la Terre de part en part. On lâche une cabine ici, elle tombe, et du coup, elle tombe jusqu'à l'autre bout, et elle s'y arrête, ça fait un ascenseur à bon marché. Bon. Et l'auteur imagine, le réalisateur imagine qu'il y a de la pesanteur juste au moment où l'ascenseur atteint le centre de la Terre. Ce qui est débile, ça devrait être pendant tout le trajet, mais peu importe. Il y a un moment comme ça dans le film où il y a de la pesanteur, et le truc intelligent dont je veux vous parler, donc c'est pas le fait qu'il y ait de la pesanteur à ce moment-là, mais c'est ce qui va se passer tout de suite après. Donc le gars prend le fusil pour tirer, c'est pas ça le truc intelligent, hein, pour tirer sur les gens, bon ok. Vous voyez qu'il recule, et du coup, il s'en sert pour se diriger. Il ne peut pas nager dans l'espace, mais il peut se servir de son fusil, du recul de son fusil pour se déplacer. Donc il se sert de son fusil comme un propulseur en fait. Donc des scènes de propulsion comme ça, il y en a pas mal. Si vous regardez Wall-E, il y en a une qui est très jolie aussi. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que si on est physicien et qu'on est physicien curieux, on peut se dire, tiens, il est en train de tirer des balles de fusil, je pourrais compter le nombre de balles de fusil, paf, je prends la bande son du film, je la passe au ralenti dans un logiciel qui peut faire ça, au lieu d'entendre je les compte, il y a 11 coups qui sont tirés dans une salve, paf. Je regarde le modèle du fusil, je vais chercher sur internet le modèle des balles, la masse des balles, la vitesse des balles qui sont tirées, je peux et la masse du bonhomme, voilà. En étant toutes ces informations-là, je vous assure qu'on peut calculer, c'est même pas très compliqué, la vitesse de recul que devrait avoir le gars après avoir tiré la salve de 11 balles. Et on s'aperçoit en fait que c'est réaliste. C'est effectivement le bon ordre de grandeur, le gars devrait reculer de cette façon-là. C'est rigolo. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est fortuit. Je pense que c'est plutôt fortuit. S'il ne l'avait pas fait bouger, ça n'aurait pas été rigolo dans le film. Et s'il l'avait fait partir à 200 à l'heure, il se serait écrasé contre le bout, donc ça n'aurait pas été non plus tellement dans l'esprit du film. Mais bon, peu importe. On peut faire ce calcul-là et ça marche. Cette bizarrerie-là, j'ai pas le temps de vous la montrer. Non, je veux quand même avancer sur la suite. J'ai quasiment fini. Autre bizarrerie dans le film soi-disant parfait scientifiquement, Gravity. Donc de façon très surprenante, il y a d'énormes erreurs dans Gravity. Vous êtes ici à la fin du film, dans une situation où le personnage est en train de descendre dans l'atmosphère en étant freiné par l'atmosphère. Elle est en train d'être freinée là, donc elle n'est pas du tout en chute libre. Il y a des frottements très importants là. Or, vous voyez ici la boucle de ceinture qui se balade comme si effectivement on avait de la pesanteur. Et vous allez voir surtout à un moment passer un casque qui se déplace en apesanteur. Ça va venir, je vous jure.
Je sais pas pourquoi je n'ai pas coupé plus tôt, il est là. Donc là, il ne devrait pas se passer ça. Hein. Comme la capsule est ralentie et fortement freinée, ça devrait être collé au sol de manière importante, et elle devrait l'être aussi. On voit d'ailleurs dans cette scène plus loin un stylo qui passe aussi, je vous jure. Dans plusieurs moments, on voit des stylos aussi dans Gravity. Donc là, ce qui est fou, c'est que c'est une erreur qui a été ajoutée, qui coûte cher. Hein. Il a fallu ajouter un casque en effets spéciaux, un casque en apesanteur. Il y a probablement un stagiaire qui a passé une semaine à temps plein à faire ça. Ça a coûté quelques milliers de dollars. Hein, de rajouter un casque qui, un, ne sert à rien, et deux, est faux. À ce moment-là, on n'est pas dans une situation d'apesanteur. Et alors, du coup, pour vraiment en finir, c'est la dernière scène que je vais vous montrer. Avatar, où ça résume en fait tout un tas de choses que j'ai dit. Donc ça, c'est vraiment la première scène où on voit, paf, des gouttes sphériques. Pardon. J'appuie sur le bouton et du coup, je l'emmène. Donc, on va voir des gouttes sphériques comme ça fait le point dessus, et du coup, on comprend. Dans quelle situation on a des gouttes sphériques mobiles devant nous, en apesanteur. Voilà. Là, quand on voit ça, on sait que le gars est en apesanteur. On n'a rien besoin de nous dire d'autre. Stop. En plus, on a une belle coalescence, c'est bien fait. Voilà. Bon. Là, pareil, un stagiaire, une semaine à temps plein à modéliser le truc, mais peu importe. Il va sortir de son compartiment. Et alors, si vous n'avez pas vu le film, bouchez-vous les oreilles parce que je vais spoiler sur ce qui se passe 10 minutes après dans le film. Là, donc, on voit des gens qui évoluent un petit peu partout. Hein, elle est vraiment très bien faite cette scène. Moi, j'aime beaucoup. Et vous voyez, les gens se servent essentiellement de leurs mains partout. Donc, ils peuvent se caler éventuellement avec leurs pieds, mais c'est leurs mains qu'ils utilisent pour aller d'un endroit à un autre. Ils ne vont pas marcher. Hein, voilà. Et du coup, le personnage lui-même, là, qui est en train de sortir, s'aide aussi de ses mains. Hein, voyez, c'est ses mains qu'il utilise pour bouger. Et la raison pour laquelle ça intervient ici, enfin je veux en parler, c'est que ça intervient dans le scénario, ça. En fait, on s'aperçoit, bouchez-vous les oreilles, on s'aperçoit que 10 minutes plus tard, en fait, il est paraplégique. Hein. Il n'a pas l'usage de ses jambes, en fait. Et cette scène-là, où on le voit évoluer de la même manière que tous les autres, il est normal, entre guillemets, enfin, ça n'a rien de péjoratif par rapport au contraire qui sera normal, mais voilà, il est comme tous les autres, et du coup, on n'est pas du tout prêt à voir ce gars-là dans une chaise roulante. Il évolue comme tout le monde, il est libre de ses mouvements. Et donc l'apesanteur ici est utilisée pour un ressort de scénario. Ce qui est vraiment très rare. Il y a vraiment très très peu de films où l'apesanteur c'est pas juste un truc qu'on rajoute pour faire espace, pour faire science-fiction et pour montrer qu'on est capable techniquement de faire flotter quelqu'un avec un stylo qui tourne maintenant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de stylo celui-là. Je m'arrête ici. Si vous avez des questions, alors ça c'est la liste des films, mais je vais plutôt vous montrer autre chose pendant qu'éventuellement vous avez des questions. Si ça vous a plu et vous voulez en voir plus, vous avez les flyers sinon les routes qui sont là. Vous avez 6 épisodes de 45 minutes à peu près sur Internet qui exploitent chacun des thèmes dont j'ai parlé ici. Chute libre, les centrifugeuses, les grandes erreurs dans les films et tout ça. C'est plus calme que j'ai fait là. Là, je suis allé un peu vite. Vous allez voir que ça, vous pourrez essayer de vous endormir si vous accrochez pas, mais c'est bien quand même. Allez-y. Et voilà, si vous avez des questions maintenant, je suis prêt à y répondre. Voilà, merci pour votre attention. Ouais. Ça, à un moment, tu montres tu dis il y a un truc qui pourrait être 45 degrés si vous voulez respecter le fait que ça va. Oui. L'architecture à l'intérieur, elle est pas ronde. Oui. C'est pas donc on ne ferait pas une architecture carrée pour un truc en train de tourner. Tu fais un truc comme dans le Château de Mars. Tout à fait, on ferait un truc rond. Ouais. Donc déjà effectivement la structure ne correspond pas. On a le droit, tu as le droit de faire un truc carré qui tourne, mais ça serait super pas pratique pour marcher dessus. Exactement, ouais. Et l'autre question que je me posais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu dis dans 2010 il me semble, le type il attrape son stylo, il le met en l'air. Ouais. Dans le cas d'un. En fait, l'erreur, c'est le fait que le stylo soit en apesanteur et aucun autre ne l'ait. Exactement. C'est ça. Oui. Il pourra attraper n'importe quoi, mais là, c'est. Oui, tout à fait, oui. Simplement, ou bien on est en apesanteur et tout l'est, ou bien on ne l'est pas et rien ne l'est. En fait, c'est le fait que le mec il ait les pieds sur terre. Oui. Qui fait que le reste. Et que le stylo soit posé, voilà. Mais oui, c'est ça. Oui. Souvent, dans ces films-là, parfois, on a une question qui bouge. Ouais. Alors il y a un film dans lequel, une série plutôt qui est pas du tout connue en France et qui est super de ce point de vue-là parce qu'ils ont réfléchi, ça s'appelle Defying Gravity, c'est un truc canadien qu'on trouve pas distribué en France à ma connaissance, mais qu'on trouve distribué de manière illégale, donc je l'ai pas vu, mais
Et ils imaginent là-dedans que les personnages ont des combinaisons dans lesquelles ils ont des nanoparticules magnétiques, et ils disent qu'il y a un champ magnétique un petit peu partout, du coup qui effectivement les colle au sol. Et c'est assez crédible de les voir marcher, et du coup il y a des scènes d'apesanteur, mais ils peuvent se permettre de ne pas tourner tout le film en apesanteur. D'ailleurs quand ils sont tout nus, parce que des fois ils sont tout nus, et ben ils flottent. Voilà. En 2001, les chaussures magnétiques, Oui, Ça, je pensais, mais ils ont des chaussures magnétiques dans plein de films. 2001, dans Destination Moon aussi. Ouais. ce serait faisable, ça. ça serait faisable. Oui, non, bah, ça serait, oui. C'est un peu comme ça en général. Tout à fait, ça serait possible. Hein. Mais après, si vous regardez dans les films où ils font ça, il y a très peu de films où il n'y a pas une petite erreur à un moment. Genre, les deux pieds sont détachés, puis ils sont quand même. Par exemple, dans Destination Moon, ils ont des bottes magnétiques, donc il faut bien marcher comme ça. Puis d'un coup, le gars il se met à genoux. Mais il est quand même, il tient la carlingue. Non, bah non. Voilà. À partir du moment où il se met à genoux, le moindre mouvement l'écarte. Mais ça serait une possibilité. Dans 2001, c'est des scratchs aussi. À un moment, elle a des chaussures en velcro. Et est-ce qu'ils sont exploités les découvertes les nouvelles découvertes de physique avec les supraconducteurs, les objets qui s'élèvent au-dessus du disque? Non, effectivement, ça j'ai pas vu. Effectivement, le fait qu'on a un corps paramagnétique, si on met dans un champ magnétique fort, ça l'élève. On a fait ça avec des grenouilles. Hein, il y a des, voilà. Ça, j'ai jamais vu mis en œuvre effectivement dans les films. La solution, quoi. Dans les séries télé aussi. Bah, le coup entre prendre les supraconducteurs, il faut que ça soit des températures très très négatives, hein, donc très froid. Il faut une grosse technologie pour maintenir le froid, maintenir l'état supraconducteur. Donc entre faire tourner bêtement un manège et puis mettre un gros champ magnétique, ce qui coûte moins cher et ce qui est plus pratique, c'est quand même la solution de faire tourner. Hein. Dans la réalité. Dans la réalité. Comme Star Trek, on a l'impression qu'ils ont mis au point un système. Bah, dans Star Trek, la problématique elle est différente parce que dans Star Trek, ils ont fait 20 ans sans se soucier de l'apesanteur. D'un coup, ils se sont dit ah ouais, mais c'est vrai que là, on pourrait faire quelque chose. Donc, ils ont essayé de trouver une solution qui soit raccord avec tout ce qu'il y avait avant. Et ils ne pouvaient pas se permettre tout d'un coup de faire tourner l'Enterprise avec une grosse roue. Hein. Ça se serait vu parmi les fans, mais ils en ont pas mal. Hein. Donc, ils ont imaginé d'autres trucs. Physiquement, on a trouvé qu'est-ce qui provoquait la gravité. C'est une question difficile, hein. C'est même pas une question que je comprends forcément, que ça veut dire quoi expliquer la gravité, c'est-à-dire on l'expliquerait par autre chose qu'il faudra à son tour expliquer. La gravité est le phénomène qui explique la chute des corps, voilà, c'est l'explication. Après on a différentes manières de décrire ça, de manière théorique, voilà, on pense que c'est dû à la courbure de l'espace-temps, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Alors ça ressemble à un champ magnétique, quoi, un champ gravitique. Un champ magnétique, on voit les choses bouger. Non, justement, c'est extrêmement différent. Un champ magnétique, par exemple, si vous avez un corps immobile, chargé, vous mettez dans un champ magnétique, il ne lui arrive rien. Il faut qu'il le mette en mouvement pour qu'il soit dévié. La gravité, vous prenez un truc dans un champ de gravité, il tombe. Ça serait plus comme un champ électrique, en fait. Si on devait le comparer à quelque chose d'électromagnétique, ça serait plus le champ électrique. Mais même là, il y a des grosses différences. Alors, je ne dis pas que votre question, qu'est-ce que c'est que la gravité, n'a pas de réponse. C'est juste que moi, je suis embarrassé par la question. Non, mais je suis là pour être embarrassé aussi. Hein. Le fameux boson de Higgs, c'est pas lié à la gravité, ça aussi? Alors, le boson de Higgs, c'est quelque chose qui est lié à la masse des particules, mais à leur masse en tant qu'inertie et voilà, la manière dont ça se déplace quand on soumet à une force. Mais c'est pas du tout relié à la gravité. En fait, dans la physique des particules, la physique théorique aujourd'hui, les phénomènes de gravité sont très décorrélés des autres phénomènes qui sont décrits par 3 forces élémentaires. On arrive eux à peu près à les décrire ensemble avec la mécanique quantique, interaction faible, interaction forte, interaction électromagnétique, mais la gravité on n'arrive pas à le mettre avec ça. Et donc le boson de Higgs n'a rien à voir a priori avec la gravitation. Ah bah a priori, comme on ne sait pas, je peux pas vous dire que c'est pas le cas, hein, puisque justement c'est un des points d'interrogation. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous décrire comment est-ce que le champ de Higgs, le boson de Higgs, le préféré, est lié à la gravité. Hein. De toute façon, c'est un truc qui a été défini à 99%, donc il reste 1% qui reste. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est quelque chose qui a été défini à 99%? Pour démontrer à 99% que ah non, ça c'était il y a 2 ans. Hein. Aujourd'hui, on a découvert de façon, si vous voulez mettre des pourcentages, ça serait plus 99,99999%. Et le reste, c'est si on laisse la possibilité que l'univers, en gros, soit pas régi par des lois, que tout arrive par hasard, ben voilà. On a vu ça, c'est du hasard. Mais non, s'il y a des lois physiques, c'est démontré avec autant de précision que l'existence des autres particules. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très solide, le boson de Higgs. Ses propriétés maintenant, ce qui est de sa masse, la manière dont il agit avec le reste, c'est sur ça que les expériences se concentrent aujourd'hui. Il y a une incertitude sur ça, mais le fait qu'il y ait ce boson de Higgs, non, il n'y a pas d'incertitude. Ok.
On s'arrête là du coup? Si vous n'avez pas de flyer, il y en a là. Ce que vous pensez d'Interstellar? Qu'est-ce que je pense d'Interstellar? Que du bien. Non, c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai vu depuis très longtemps. C'est un des rares films de science-fiction d'ailleurs, qui utilise des faits scientifiques et qui les pousse plus loin que ce dont on a l'habitude pour faire un scénario qui, à mon sens, se tient. Mais non, j'ai vraiment adoré ce film. Il y a les trous noirs aussi. Les trous noirs. Ah, les trous noirs. Là, je désespérais parce qu'il y a toujours des crayons dans les films de science-fiction et il y a toujours des questions sur les trous noirs dans les conférences sur la science-fiction. Vas-y. Alors c'est quoi? Ça attire, ça repousse, Ah, ça attire, voilà. Il y a quoi? Il y a ce qu'on a mis. Hein. Tu vois la Terre, ce qu'il y a dedans, c'est des cailloux. Bon, tu prends la Terre, tu prends les cailloux, tu appuies dessus. Ça fait un caillou très dense. Tu continues à appuyer, tu continues à appuyer. Si tu appuies suffisamment fort, tout ce tas de matière va se retrouver dans une zone suffisamment petite pour que la lumière ne puisse pas s'en échapper, en fait. En fait, plus un corps est compact, dense, plus c'est difficile de s'en échapper, plus la vitesse de libération que j'ai mentionné un peu tout à l'heure est importante. Si c'est trop dense, rien ne peut s'en échapper, en particulier pas la lumière. Et on montre que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc si tu prends un corps fait de ce que tu veux, tu prends des schtroumpfs en boîte et tu les scrunches, voilà, et ben tu obtiens un trou noir. Et ce qu'il y a dedans, c'est de la purée de schtroumpfs, voilà. Mais c'est quelque chose de très dur. Non, c'est pas dur, hein. C'est parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que cette matière, une fois que ça a formé un trou noir, elle se concentre sur elle-même pour aller au centre. Les équations montrent que ça va tout au centre en un temps fini. Ça pose un peu un problème aux théoriciens parce que ça fait une densité infinie. En fait, tu as un point central dans lequel il y a tout. Autour, il n'y a rien, un champ de gravitation important. Et ça, c'est entouré par une surface qui délimite la région au-delà de laquelle les corps peuvent commencer à s'en échapper. Ce qui est trop près de ce point central, là, en fait, ça ne peut jamais sortir. Donc un trou noir, on peut le voir comme un point du vide dans lequel on ne peut jamais s'échapper, et puis une surface immatérielle, qui est une surface imaginaire, hein, voilà, qui est le point de non-retour. Une fois que tu l'as passé dans un sens, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Et le disque d'accrétion, c'est ce qu'il y a encore autour. Voilà, la lumière, la matière qui vient. Je trouve que la matière qui vient à être attirée par le trou noir, ça vient pas de manière radiale comme ça dans tous les sens. Ça tend plutôt à former quelque chose, un disque, comme un anneau sur les planètes. Et c'est ça qu'on appelle le disque d'accrétion. Et c'est ça qui brille dans les trous noirs. Dans Interstellar, c'est bien montré ça. Hein. Le truc brillant, c'est effectivement le disque d'accrétion. Bon, on laisse la place au suivant, parce qu'il y a une intervention juste après. Merci pour votre attention. Merci, bravo.